En 1973, un centre artisanal ouvrait discrètement à Bobo-Dioulasso. 50 ans plus tard, le même site renaît, 500 apprenants hier, 850 aujourd'hui, 14 filières au lieu de 7, une métamorphose de 70%. Comment cette transformation incarne-t-elle la vision d'Ibrahim Traoré, qui fait de la compétence un pilier de souveraineté pour la jeunesse burkinabé? Ce centre réhabilité devient le symbole d'un Burkina Faso qui construit, répare et se réinvente par le travail. L'inauguration du centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso ne se résume pas à une cérémonie administrative. Elle représente un investissement durable pour un Burkina Faso plus autonome, capable de former ses propres techniciens, artisans et entrepreneurs qualifiés. Offrir à chaque jeune une compétence utile et un métier concret, tel est le bénéfice direct que le gouvernement veut généraliser sur tout le territoire. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, cette politique réoriente la formation vers les besoins réels du marché du travail et rompt avec un modèle scolaire devenu trop théorique. Les 32 centres du réseau Burkina Souba témoignent d'une même logique: réhabiliter, équiper, ouvrir, puis connecter les formations à l'emploi local. L'enjeu dépasse la pédagogie, il touche à la dignité et à la souveraineté d'un pays décidé à produire sa valeur ajoutée par lui-même. Et derrière ce tournant éducatif, une question demeure: que révèlent vraiment ces chiffres sur la mutation sociale en cours? En l'espace d'un an, la capacité du centre de Bobo-Dioulasso est passée de 500 à 850 apprenants, soit une hausse de 70% obtenue grâce à une réorganisation budgétaire et technique sans précédent. Dans le même temps, le nombre de filières est passé de 7 à 14, ouvrant la voie à des formations en maçonnerie, plomberie, menuiserie, électricité, mécanique automobile ou encore couture industrielle. Derrière ces chiffres, c'est tout un dispositif national de formation professionnelle qui s'est redéfini, le Burkina Souba, ou Maison des compétences, désormais structuré en 32 centres sous 3 directions interrégionales. La première, basée à Ouagadougou, couvre les régions du Kadiogo et du Namentenga. La seconde, à Bobo-Dioulasso, supervise les zones de Banwa et du Houé. La troisième, à Zignaré, englobe les régions du Yaga et du Soum. Cette nouvelle architecture répond à une idée simple: rapprocher la qualification de la jeunesse des réalités économiques locales. Le projet, né d'une collaboration entre l'État, les collectivités et la coopération internationale, cherche à transformer la formation en levier direct d'emploi et de stabilité. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, cette approche illustre une politique de réalisme socialiste: produire des effets mesurables avant les discours. Là où d'autres programmes se perdaient en stratégie, celui-ci s'est concentré sur la rénovation concrète: bâtiments, ateliers, machines, logements, équipements numériques. Chaque centre devient un micro-écosystème où se croisent jeunes sans diplôme, salariés en reconversion et artisans désireux d'évoluer. En plaçant la compétence au cœur de la souveraineté, le Burkina Faso parie sur une génération capable de bâtir au lieu d'attendre. La suite logique: comprendre comment ce changement se traduit déjà dans la vie des premiers bénéficiaires. Au cœur de cette transformation, il y a d'abord les femmes et les hommes qui la rendent visible. Dans les ateliers fraîchement repeints, Aïcha, 23 ans, soude ses premières pièces métalliques sous la supervision de Souleymane, formateur depuis 15 ans. Avant, nous manquions d'outils et d'électricité stable. Aujourd'hui, tout fonctionne, explique-t-il en désignant les nouveaux équipements de mécanique et de menuiserie. Chaque semaine, plus de 50 jeunes suivent ici des cours pratiques en alternance, le matin en salle, l'après-midi sur chantier. Ce modèle a réduit de moitié le taux d'abandon et permis aux premiers diplômés de trouver un emploi ou de créer leur atelier en moins de 6 mois. Nous avons désormais des jeunes qui reviennent former d'autres jeunes, note la direction du centre, évoquant une dynamique d'entraide que peu imaginaient il y a encore 2 ans. Les autorités locales parlent déjà d'un effet d'entraînement, les petites entreprises recrutent davantage, les communes sollicitent le centre pour leurs projets de réhabilitation et plusieurs régions voisines demandent à copier le modèle. Cette évolution concrète confirme, selon les proches d'Ibrahim Traoré, la pertinence d'une approche fondée sur la compétence plutôt que sur le diplôme. L'objectif
l'objectif n'est plus seulement de scolariser, mais de professionnaliser chaque talent, quel que soit son parcours antérieur. Ce basculement culturel commence à se faire sentir dans la perception même du mot travail. Moins d'attente, plus d'action. Et si derrière chaque soudure ou plan de bois se dessinait déjà une partie de l'avenir national, tout a commencé par un diagnostic sans appel. En 2022, le ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle constatait que plus de 60% des centres techniques du pays fonctionnaient avec des équipements obsolètes. Les programmes n'étaient plus adaptés, certaines machines dataient de 30 ans, les salles n'avaient ni ventilation ni connexion Internet. L'équipe ministérielle, nouvellement nommée, décida alors de rompre avec la logique des petites réparations. D'abord, recenser les besoins concrets, région par région. Des missions mixtes, ingénieurs, pédagogues, économistes, sillonnèrent le territoire pendant 4 mois. Ensuite, regrouper les formations sous un seul label, Burkina Souba, afin d'unifier les standards de qualité et d'assurer la traçabilité budgétaire. Ce choix fut validé par le Conseil des ministres sur recommandation directe du capitaine Ibrahim Traoré qui exigeait un suivi trimestriel des chantiers. À Bobo-Dioulasso, la rénovation prit une tournure symbolique. Le site historique laissé à l'abandon devint un terrain pilote. 6000 mètres de bâtiments remis à neuf, 14 ateliers reconstruits, 5 nouveaux métiers ouverts en un an. Les travaux furent réalisés par des entreprises locales, souvent dirigées par d'anciens apprentis du centre. Un clin d'œil concret à la boucle vertueuse recherchée. Lorsque les premières salles furent livrées, les formateurs y virent un signe d'espoir. Tables alignées, postes électriques normalisés, machines importées d'Abidjan et de Dakar. L'inauguration officielle en 2023 marqua le point culminant de cette séquence. Des ministres, des partenaires techniques, des gouverneurs régionaux s'y rendirent pour constater l'ampleur du changement. Les discours, sobres mais déterminés, mirent l'accent sur l'utilité. Nous n'avons plus besoin de projets éphémères. Il nous faut des actions durables. En coulisses, l'équipe du ministère avait réalloué une partie du budget initialement destiné à la communication vers l'achat d'équipements. Résultat, un rapport d'audit interne montra que chaque franc investi produisait désormais 2 fois plus d'impact concret sur les inscriptions et la qualité de l'enseignement. L'effet d'entraînement fut immédiat. D'autres centres, à Bamfora et à Waïgouya, lancèrent leur propre programme de réhabilitation. Certains obstacles demeuraient, retard de livraison, manque d'instructeurs spécialisés, mais la dynamique était enclenchée. Les autorités locales, témoins directs du changement, plaidèrent pour que chaque région dispose d'un centre miroir d'ici 2026. Dans les coulisses du pouvoir, on parlait déjà d'une révolution silencieuse, un réseau d'ateliers qui façonne plus qu'il ne proclame. Ce calendrier d'exécution précis au mois près s'imposait comme un nouveau standard administratif. Planifié, audité, livré. À la fin de l'année 2023, le ministère publia un rapport comparatif montrant une hausse moyenne de 40% des inscriptions dans les filières techniques. Mais au-delà des chiffres, une question reste ouverte. Comment mesurer la transformation réelle dans la vie quotidienne des apprentis ? En 2021, le taux d'insertion professionnelle des diplômés de la formation technique plafonnait à 28%. 2 ans plus tard, il atteint près de 55% selon les données consolidées du ministère. Cette progression de 27 points illustre un effet direct des réformes engagées, plus de filières, des programmes adaptés et une meilleure articulation avec les besoins du marché. Un premier élément clé montre que la durée moyenne d'attente entre la fin de la formation et le premier emploi est passée de 11 mois à 5 mois. Ce raccourcissement de 6 mois reflète la confiance accrue des entreprises locales envers les nouveaux diplômés. Un second élément indique que le taux d'abandon en cours de cycle a reculé de 18% à 8%, un indicateur majeur de stabilité pédagogique. Les jeunes restent parce qu'ils voient un débouché réel, pas seulement un diplôme à encadrer. Enfin, un troisième élément révèle que les inscriptions féminines ont bondi de 22% à 37% en un an. Cette hausse de 15 points traduit une ouverture plus large des métiers techniques aux femmes, notamment dans la menuiserie et la mécanique. Ces 3 indicateurs, mis bout à bout, dessinent une tendance structurelle. La formation n'est plus perçue comme un refuge scolaire, mais comme une voie économique crédible. Les partenaires internationaux confirment cette évolution. Le programme
programme d'appui sectoriel à l'enseignement technique note une augmentation de 40% de la productivité dans les ateliers appuyés. Dans le même temps, les recettes fiscales liées à l'artisanat formel ont progressé de 12%, un signal discret mais tangible de formalisation. Le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une allocution interne, résumait ainsi la philosophie du projet. Ce que nous mesurons doit servir, pas seulement convaincre. En d'autres termes, la donnée devient instrument d'action, non simple ornement de rapport. Les directeurs régionaux de la formation confirment, les budgets sont désormais alloués selon les résultats, non selon l'ancienneté. Chaque trimestre, un audit interne classe les centres selon 5 critères. Taux d'insertion, présence féminine, satisfaction des employeurs, équilibre budgétaire et innovation pédagogique. Le centre de Bobo Dioulasso figure parmi les 3 premières du pays depuis 2 semestres consécutifs. En parallèle, les retours qualitatifs abondent, employeurs satisfaits, jeunes entrepreneurs autonomes, enseignants revalorisés. Ces données, encore partielles, laissent entrevoir une dynamique durable si la rigueur de suivi est maintenue. Les observateurs notent toutefois un risque, la dépendance aux financements extérieurs pour l'entretien des équipements. C'est précisément sur ce point que s'ouvrira le prochain débat. Comment consolider ces acquis sans retomber dans la fragilité d'hier ? Les réformes engagées autour de la formation professionnelle font aujourd'hui consensus sur leurs résultats, mais non sur leur portée. Premier argument favorable, la rénovation accélérée des centres prouve qu'une politique publique peut produire des effets visibles en moins de 2 ans. Les défenseurs de cette approche soulignent l'efficacité d'un pilotage resserré. Décisions rapides, audits réguliers et coordination directe entre l'État et les partenaires techniques. Pour eux, l'action du capitaine Ibrahim Traoré a donné à l'administration une culture du résultat qui manquait cruellement jusque-là. Les chiffres de fréquentation, d'emploi et de diversification des filières parlent d'eux-mêmes. Le pays forme désormais pour produire, non pour attendre. Argument inverse, plus critique, certains observateurs redoutent une dépendance excessive à la commande publique et aux financements internationaux. Selon eux, la réussite actuelle pourrait masquer une fragilité structurelle, l'absence d'un marché privé capable d'absorber durablement ces nouveaux profils techniques. Il pointe également la difficulté de maintenir la qualité des équipements une fois les fonds initiaux dépensés ou de recruter des formateurs qualifiés à long terme. Entre ces 2 lectures se joue une tension classique. Réformer vite ou consolider lentement. Les faits, toutefois, donnent un début de réponse. Les ateliers rénovés de Bobo Dioulasso fonctionnent depuis 18 mois sans interruption, financés en partie par les revenus générés sur place. Les centres voisins ont adopté un modèle mixte, combinant ressources publiques et prestations de services, ce qui réduit la dépendance budgétaire. L'émergence de coopératives d'anciens apprentis, reconnues légalement en 2024, illustre aussi la durabilité économique du système. Les opposants concèdent qu'aucune réforme n'est parfaite, mais reconnaissent la cohérence de la trajectoire, moderniser sans tout centraliser. Le débat n'oppose plus seulement optimistes et sceptiques, il confronte désormais 2 temporalités du changement. Et cette ligne de fracture va bientôt se révéler plus nettement lorsque la réforme passera du cadre administratif à la sphère sociale. Le tournant est déjà là. Dans les mois qui ont suivi l'inauguration, le centre de Bobo Dioulasso est devenu un modèle d'observation pour les décideurs publics. Ce qui devait n'être qu'un chantier pilote s'est transformé en référence nationale. Les formations en alternance affichent un taux de réussite de 94%, un record depuis la création du réseau Burkina Souba. L'approche pratique, longtemps jugée secondaire, occupe désormais la première place dans les curricula officiels. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, la pédagogie change de logique. Enseigner pour agir, pas pour réciter. Les étudiants produisent, vendent, réparent et réinvestissent sur le même site, bouclant ainsi la chaîne de valeur que le système éducatif classique ignorait. Plusieurs pays voisins, du Mali au Niger, ont envoyé des délégations pour étudier le modèle. Dans les rapports d'experts, on parle d'un effet bobo, une contagion positive fondée sur l'efficacité, non sur le discours. Mais derrière cet enthousiasme, un autre enjeu se dessine. Comment maintenir
maintenir l'élan sans dénaturer l'esprit de départ, car à mesure que la réussite s'impose, la tentation de bureaucratiser le mouvement grandit. 3 ans après le lancement du programme, les conséquences commencent à se mesurer à plusieurs échelles. Pour l'État, d'abord, le ministère de la formation professionnelle a réduit de 35% ses dépenses liées à la réhabilitation grâce à la mutualisation des ressources et au suivi numérique des chantiers. Le dispositif de contrôle interne, désormais automatisé, a divisé par 2 le temps de validation des marchés. Cette efficacité nouvelle alimente la crédibilité d'un appareil administratif que le capitaine Ibrahim Traoré veut plus agile et moins coûteux. L'administration, souvent accusée d'inertie, démontre qu'elle peut livrer des résultats mesurables à court terme. Pour les entreprises, le changement est tangible, elles recrutent localement. Les artisans formés dans les centres alimentent les PME du bâtiment, de la mécanique et de l'énergie solaire. Selon la Chambre des métiers, plus de 4000 jeunes diplômés ont été embauchés depuis 2023, dont un quart en auto-emploi. Les employeurs soulignent une baisse du temps d'adaptation. Les recrues savent déjà faire. Le tissu productif y gagne en stabilité, les ateliers tournent à plein régime et les carnets de commandes s'étoffent. Pour la population, l'impact social est immédiat. Dans les quartiers périphériques, des micro-entreprises apparaissent, souvent dirigées par d'anciennes stagiaires. Les revenus familiaux progressent, le sentiment d'utilité reprend place dans le discours quotidien. Les jeunes, longtemps tentés par l'exil, voient à nouveau une perspective chez eux. Dans les lycées, l'image de la filière technique change. Elle devient choix, non contrainte. Les familles y lisent la promesse d'un avenir concret et non l'aveu d'un échec scolaire. À l'échelle régionale, enfin, l'effet d'entraînement dépasse les frontières. Des délégations du Niger, du Mali et du Togo ont signé des protocoles d'échange pour adapter le modèle Burkina-Souba. Le Sahel, longtemps décrit comme une zone d'instabilité, devient un espace d'innovation éducative. Cette coopération sud-sud renforce la légitimité d'un Burkina Faso moteur, capable d'exporter savoir-faire et méthodes. Les bailleurs internationaux observent avec prudence, mais reconnaissent un précédent, une politique africaine pensée et exécutée localement. Au-delà des chiffres, l'impact se lit dans les visages, dans la fierté retrouvée des apprenants et des maîtres d'atelier. Reste à savoir si cette dynamique résistera au passage du temps et aux contraintes budgétaires des années à venir. L'expérience de Bobo Dioulasso a posé les bases d'un modèle, mais son avenir immédiat dépendra de variables multiples, financement, encadrement et coordination interrégionale. 3 scénarios se dessinent à l'horizon des 12 prochains mois. Dans le scénario de base, la consolidation. Le réseau Burkina-Souba poursuit son rythme actuel. 1 à 2 nouveaux centres rénovés chaque semestre, un budget maintenu à 90% du niveau 2024 et une stabilisation du taux d'insertion autour de 55%. Les indicateurs restent positifs mais modestes. L'objectif serait d'éviter la saturation administrative tout en conservant l'élan pédagogique. Cette option réaliste prolongerait la dynamique sans rupture. Dans un scénario optimiste, l'accélération maîtrisée. Les financements additionnels promis par la coopération technique se concrétisent, permettant de tripler la capacité annuelle d'accueil. Les centres régionaux deviennent des pôles de production partagés, vente d'équipements formés sur place, contrats locaux avec les communes, export de savoir-faire dans la sous-région. Dans cette hypothèse, le taux d'emploi post-formation pourrait atteindre 70% et les recettes générées autofinanceraient une partie de la maintenance. Ce scénario suppose une discipline de gestion et une implication constante du capitaine Ibrahim Traoré, garant de la cohérence nationale. Dans un scénario plus difficile, la stagnation sous contrainte, des retards de décaissement ou des tensions sociales freinent les chantiers, les équipements non entretenus se dégradent, les formateurs quittent le réseau et la perception publique se détériore. Les taux d'abandon repartiraient à la hausse, anéantissant les gains de confiance obtenus depuis 2022. Ce scénario, redouté mais possible, rappellerait la fragilité d'un modèle trop dépendant de l'effort initial. Si l'on veut éviter cet essoufflement, il faudra transformer la réforme en habitude, que chaque région, chaque atelier et chaque formateur deviennent partie prenante d'une gouvernance continue. Au-delà des statistiques édites et des plans de financement, la réforme de la formation professionnelle parle à chacun car elle touche au quotidien. Pour les jeunes, elle ouvre des trajectoires
concrète. Derrière chaque casque de chantier ou combinaison d'atelier, il y a une histoire de rattrapage, parfois de renaissance. Beaucoup expliquent qu'ils avaient quitté l'école sans rien avant de découvrir qu'ils pouvaient apprendre autrement en fabriquant, réparant, construisant. L'école de la main n'exclut plus l'esprit, elle le complète. Pour les enseignants, cette mutation réhabilite leur rôle. Longtemps perçus comme des techniciens de second rang, ils deviennent aujourd'hui des acteurs économiques et sociaux à part entière. Nous formons des créateurs de valeur, pas des candidats au chômage, résume un instructeur. Leur mission ne se limite plus à enseigner, mais à transmettre des repères et une fierté du geste. Pour les parents, enfin, cette réforme redonne confiance. Voir un fils ou une fille trouver un emploi à proximité vaut plus que 1000 promesses. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans plusieurs interventions publiques, insiste sur cette dignité retrouvée. La jeunesse ne doit pas attendre, elle doit s'équiper. Dans les campagnes comme dans les villes, ce mot d'ordre trouve un écho simple: apprendre pour ne plus dépendre. La réforme, au fond, agit comme un miroir. Elle renvoie à chacun la possibilité de participer à l'effort collectif à sa mesure. Et si, derrière cette logique de compétence, se cachait une leçon plus universelle, celle du courage ordinaire, le défi, désormais, n'est plus de prouver que la réforme fonctionne, mais de la maintenir. Pour cela, une méthode claire se dessine en 5 étapes. D'abord, institutionnaliser le suivi. Chaque centre doit publier tous les 6 mois un rapport de performance, taux d'insertion, présence féminine, maintenance des équipements. Ces indicateurs simples suffisent à garantir la transparence sans alourdir la gestion. Ensuite, professionnaliser les formateurs. Un programme national de certification continue sera lancé dès le premier trimestre 2026. Objectif, que 100% des instructeurs soient accrédités selon les standards africains de compétences. Puis, ancrer les centres dans l'économie locale. Les partenariats avec les communes et les entreprises doivent inclure des contrats de production ou de services. Ce modèle, déjà expérimenté à Bobo-Dioulasso, assure des revenus réguliers pour l'entretien des infrastructures. Par la suite, digitaliser la gouvernance. Une plateforme unique centralisera inscription, suivi pédagogique et dépenses avec accès public aux principaux indicateurs. Cela permettra de prévenir les retards et de détecter les zones de risque en temps réel. Enfin, consolider la vision politique. Le capitaine Ibrahim Traoré a demandé qu'une loi cadre garantisse la continuité du programme, quelle que soit l'alternance gouvernementale. Ce texte, attendu pour 2026, fixerait les règles d'allocation budgétaire et de redevabilité. Si ces 5 leviers sont activés, la réforme cessera d'être une expérimentation. Elle deviendra une culture. Quand on revient au centre de Bobo-Dioulasso quelques mois après l'inauguration, l'ambiance a changé. Le bruit des machines, les éclats de rire, les discussions sur les plans de coupe rythment la journée. Aïcha, l'apprentie soudeuse, prépare son examen final. Elle n'a plus peur des chiffres ni des étincelles. Avant, je venais ici pour essayer. Aujourd'hui, je viens pour réussir, dit-elle. Son formateur, Souleymane Lazal, la regarde avec une fierté tranquille. L'atelier qu'il dirigeait dans un hangar vétuste est devenu un lieu d'émancipation. Derrière lui, les murs repeints portent encore la devise inscrite lors de l'inauguration: apprendre, faire, transmettre. Ce triptyque résume la philosophie du capitaine Ibrahim Traoré, pour qui la dignité naît du savoir-faire, pas du statut. À travers Aïcha et des centaines d'autres, cette idée prend corps. Un pays qui répare apprend aussi à se réparer lui-même. Le Burkina Faso n'avance pas à pas égaux, mais à gestes sûrs. Et dans chaque étincelle, il y a déjà un avenir. Ce qui s'est construit à Bobo-Dioulasso dépasse les murs d'un centre. C'est une manière d'habiter le futur, non pas l'attendre, mais le fabriquer. Dans chaque outil remis en marche, dans chaque main qui apprend un geste, se lit la promesse silencieuse d'un pays en reconstruction. Le programme Burkina Souba n'est pas seulement une politique publique, c'est une pédagogie du réel. Là où les discours s'essoufflent, les ateliers continuent, preuve que la transformation la plus durable est celle qu'on pratique chaque jour. Dans cette histoire, il n'y a pas de héros isolés, seulement des chaînes d'apprentissage et de confiance. Et si au fond, la véritable ressource du Burkina Faso n'était ni l'or ni le coton, mais cette capacité collective à apprendre ensemble, à la fois lentement et sûrement,